Bonjour à tous, Bonjour à tous, bienvenue sur le CAF Rentable, Rentable. épisode 3. épisode 3, on se retrouve samedi. Épisode 3, effectivement. Alors Ça pour sort, nous, il ouais. est samedi, mais pour vous, ça sortira, c'est Oui. les lundis matin à 8h. Donc effectivement, on a enfin trouvé d'ailleurs, on s'est mis d'accord sur le créneau auquel on voulait sortir l'épisode. Parce que c'est vrai que c'était assez compliqué, hein, parce que moi de mon côté, sur ma chaîne, je sors Mercredi. mercredi et dimanche les vidéos. Et moi jeudi quand j'ai le temps. Et Moi, jeudi dimanche assuré. et dimanche, voilà, c'est ça. Ouais. Et donc du coup, déjà, on pouvait pas sortir le podcast les jours où on sortait les vidéos. Et on s'était dit que c'était pas mal de sortir le podcast en début de semaine. Ouais, début. Comme ça, vu que c'est un format un peu plus long et qu'on peut écouter En plusieurs fois. voilà, avec juste de l'audio, c'est sympa de l'avoir en début de semaine pour pouvoir ensuite l'écouter pendant les transports, etc. Le réécouter, d'écouter les autres aussi. Ouais, On exactement. l'a sorti sur toutes les plateformes. Donc Apple Podcast, Spotify, YouTube, vous avez Spotify, l'audio YouTube, et il y a visuel. toutes les plateformes de podcast possibles. Donc ça sort le lundi matin à 8h. En forme pour les transports en commun pour les Parisiens. Exactement, le lundi matin à 8h, sur toutes les plateformes de podcast, donc en audio, sur YouTube en format vidéo aussi. Ouais. Donc ça sort en même temps sur les deux. Et puis voilà. Voilà, donc c'est le début d'une belle aventure. Hein. Ouais, en tout cas, on remercie déjà les premiers commentaires sur YouTube. C'est ça, donc à l'heure Parce que- où on enregistre cet épisode, il n'y a que le premier qui est sorti, il n'y a pas Ouais. encore le deuxième. Donc ouais, très cool les premiers Ouais, commentaires. on a reçu 5 ou 6 et franchement, que des très bons retours pour l'instant, donc on va C'est continuer sur cette lancée. On a eu des notes 5 étoiles d'ailleurs aussi sur Spotify et sur Apple Podcast. Il faudra qu'on marque les Donc noms. effectivement, donc n'oubliez pas, si vous écoutez sur ces plateformes, de laisser une note 5 étoiles et un avis. Ça fait aide, toujours, ouais. ça fait pour le toujours référencement, plaisir. ça aide Exactement. aussi Le beaucoup. fameux référencement. N'hésitez pas à partager, mais ça on le dira en conclusion Oui, exactement. Puis on n'a pas encore fait énormément de communication dessus. Je pense qu'on va plus communiquer sur le podcast d'ici demain. les prochaines semaines, d'ici demain. Voilà, on va faire tout ça. Et aujourd'hui, Et aujourd'hui, vas-y, je te laisse introduire. nouveau chapitre, nouveau podcast, donc ça va être sur la gestion de notre épargne, donc comment Exactement. Hugo et comment moi-même je gère l'argent, comment je gère mes rentrées d'argent. Donc petit rappel, moi j'ai 23 ans, je suis en CDI actuellement dans le bâtiment. Et toi? Et donc moi j'ai 25 ans, je vais sur mes 26. Et donc moi j'étais en CDI jusqu'à assez récemment, mais depuis mars, je suis à plein temps sur IQ Invest. Donc l'application que Donc t'as faite. l'application et autres, voilà, YouTube, Instagram, tout ça. Tout ça, enfin, je suis à plein temps sur l'entreprise IQ Invest. Donc voilà. Ok, donc du coup, donc toi Jean, 23 ans, en CDI, donc au début de ton parcours financier. C'est ça. C'est ça. Comment est-ce que tu gères ton épargne tous les mois? Est-ce que tu as un process? Comment est-ce que tu organises ça entre tes rentrées d'argent et ton investissement? Alors moi, forcément, c'est dit, hein, t'es payé tous les mois. Donc tous les mois, j'ai ma rentrée d'argent du salaire. Je dégage pas forcément d'argent avec YouTube pour l'instant. Ça se lance, donc forcément, c'est plus... y a pas de rentrée d'argent. Donc ça va être vraiment que du salaire. Et là, pour le salaire, l'objectif numéro 1, c'est parce que j'ai déjà fait... Enfin, je suis en CDI depuis 2 ans. J'ai déjà travaillé avant, donc j'ai déjà mon support de sécurité, mon argent de précaution. Mon objectif pour l'épargne de précaution, c'était de remplir le LDDS, le livret de développement durable et solidaire, donc disponible dans toute... Social ou solidaire? Solidaire. Solidaire, ok. Solidaire, ouais. Pourquoi, je sais pas, mais solidaire. En tout cas, moi, il met solidaire. Donc, en gros, ça sert à rien. Hein. C'est 3%, vous pouvez, de rendement, vous pouvez... C'est toujours mieux que rien, 3%. Il n'y a pas si longtemps que ça, c'était 0,5. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et vous pouvez donc retirer comme ça votre argent. Ça, c'est l'avantage, contrairement à une assurance vie. L'argent n'est pas bloqué. Et Alors, sur une assurance vie, techniquement, elle n'est pas bloquée non plus. ouais, comme sur le PEA, Mais disons que Vaut mieux pas. t'as 15 jours à 3 semaines de délai entre le moment où tu veux faire un retrait et le moment où t'as l'argent sur le compte. Ouais, mais même si tu la casses avant les 8 ans, t'es imposé et t'as des frais de la banque. Enfin, en Oui, tout cas, moi, je suis à la Société T'es imposé, Générale. mais tu peux quand même retirer, contrairement au PEA, ça clôture pas le PEA, quoi. Et oui. Et donc, j'ai le LDDS qui est rempli, donc c'est 12 000 euros, 12 000 euros le plafond.
Donc ça va être l'épargne de précaution. Alors il y en a qui disent c'est 6 mois de salaire, etc. Moi j'ai mon épargne de précaution, ça va être le LDDS, ça représente... Non, ça fait longtemps que c'est rempli, mais ça me suffit comme argent de sécurité. J'ai pas de gros crédit, enfin j'ai pas de crédit sur le dos, donc il y a rien... j'ai déjà la voiture, etc. Donc il y a rien de spécial qui va m'attendre. Ça c'est 6 mois de loyer, enfin 6 mois de salaire, ça va être surtout... par rapport à votre niveau, si vous êtes papa, si vous êtes ou maman, si vous avez des gros crédits, etc. Vaut mieux avoir beaucoup d'argent de côté en cas de coup dur. Pour moi, Ok. je vois pas l'intérêt. Je suis en phase de croissance sur le plan financier, donc à quoi bon? Pour l'instant, c'est pas l'objectif. Donc quand même 12 000 euros de côté en LDDS, l'épargne de sécurité. Et ensuite, l'objectif numéro 1, c'est surtout les 1 000 euros par mois sur la bourse. Ouais. En gros, je vais recevoir mon salaire tout de suite dès l'arrivée du salaire. J'attends pas un mois, j'attends pas 3 semaines. Dès l'arrivée du salaire, je prends l'argent, je tire 1 000 euros, je réalloue entre mes différents comptes en bourse, donc entre CTO et PEA. Et on verra après le nombre de comptes qu'on a chacun. Et donc je réalloue les 1 000 euros dedans. Et je conserve 150 euros à peu près pour tout ce qui va être résidence principale, etc. pour l'immobilier. D'accord, donc toi tu prévois un achat immobilier dans les prochaines années. Ouais, je prévois un achat immobilier, peut-être potentiellement aussi un achat d'entreprise, donc en tout cas qui est en rapport avec de l'immobilier, hein, du matériel. Donc il va falloir de l'investissement, il va falloir de l'argent, il va falloir beaucoup d'argent. Et il faut aussi que votre banque voit que vous avez de l'argent et que ça tombe pas ni d'Adam ni d'Ève. Donc, épargne de précaution, je n'y touche pas, je n'y toucherai jamais. Et en plus, j'ai les 150 euros sur le plan d'épargne logement, donc un PEL, où là c'est un peu le même système que l'assurance vie. T'es un peu bloqué, tu vois, tu peux pas retirer comme le LDDS sur le PEL. Ouais, le PEL, ouais, pour le casser, c'est assez compliqué, je crois. Ouais, je l'ai déjà cassé une fois, pour le refaire, c'était pénible. Ok, donc toi, ton épargne immobilier, c'est sur PEL. C'est ça. Et c'est combien de taux les PEL en ce moment? 3%, c'est comme le LDDS ou 3,5, je crois, un truc comme ça. Mais enfin, c'est purement mental parce qu'on pourrait très bien mettre sur un autre compte, mais il n'y a pas trop d'avantages. En tout cas, j'ai pas vu l'avantage premier du PEL. 1 000 euros donc investis en bourse, 150 euros pour le futur achat immobilier. Le reste, bah, ça va être tout ce qui va être besoin du quotidien, nourriture, etc. Mais ça. Ok, donc toi, tu as ton salaire qui tombe, tu mets 1 000 euros en bourse Ouais. et 150 euros sur ton PEL. Mhm. Et est-ce que tu as un moyen où tu suis tout ça? Est-ce que tu tiens un Google Sheet, un Excel? Est-ce que tu gères ensuite par budget? Est-ce que tu as des comptes bancaires différents pour gérer ces poches d'argent? Comment ça se passe? Ou est-ce que tu as tout sur un même compte bancaire? Comment ça se passe? Alors, non, donc j'ai un compte courant, Dieu merci. Ouais. En gros, bon, déjà j'ai 2 banques. Enfin, j'ai Société Générale pour le salaire, etc., les principaux comptes. Donc j'en ai 5. À la Société Générale, j'ai un PEL, plan d'épargne logement, le livret A, le fameux, où là ça va être vraiment, j'ai de l'argent dedans qui va me servir à un potentiel achat immobilier ou un rachat de société. Ensuite, je vais avoir le LDDS pour l'épargne de précaution. Donc, plan d'épargne logement, LDDS, livret A. Ensuite, je vais avoir Revolut. Bon, ça me sert à pas grand-chose. Tu t'en sers pas de Revolut, toi? Non. Ok. Non, ça va être pour recevoir les liens d'affiliation, etc. Mais sinon, je m'en sers pas plus que ça. Ensuite, je vais avoir un CTO, 2 CTO, un chez Bourse Direct qui me sert à rien et un chez Interactive Broker. Et ensuite, je vais avoir Le fameux Interactive le Broker. fameux Interactive Broker. Et ensuite, je vais avoir un PEA, donc un plan d'épargne en action qui va être disponible chez Bourse Direct. J'ai pas trouvé mieux pour l'instant, donc je reste chez Bourse Direct. Toi, t'as vraiment qu'un seul compte courant. J'ai qu'un seul compte courant. Et donc tes courses, tout ça, tu les dépenses sur ce compte courant Société Générale. Absolument. Tu fais tout dessus. Absolument. Ok. En gros, dans les 1 000 euros, une fois que j'ai enlevé les 1 000 euros pour l'investissement pour la bourse, les 150 euros pour l'immobilier, le reste à vivre, en gros, soit, en tout cas, ça reste sur le compte courant. Ça reste sur le compte courant et je vais payer mes courses, etc. par mois.
J'avais noté quand même la nourriture par mois, ça revient à 400 euros. J'ai calculé avec madame par mois. Donc ça va être... on cuisine. C'est pour ça que c'est pas très cher. En vrai, 400 euros pour deux. On cuisine pas mal, donc ça va être gamelle du midi et repas le soir. Ça permet d'économiser énormément d'argent à la fin quand même, hein, que d'aller acheter tout le temps dehors. Je vous encourage donc à le faire si vous avez le temps et si vous avez la patience. Personnellement, c'est plus madame qui cuisine, j'ai pas la patience. Il faut dire ce qui est vrai quand même. Rendons à César ce qui lui appartient. Et donc voilà, ça va être 150 euros et 400 euros en, 400 euros en nourriture, et le reste, ça va être pour les sorties, etc. Et l'argent qui reste à la fin, ça repart en bourse. D'accord, donc si tu as un surplus à la fin du mois sur ton compte courant, il repart en bourse. Il repart en bourse, voilà. Ok. C'est comme, c'est assez malléable, mais si par exemple, parce que j'achète pas de fraction d'action. Donc par exemple, avec 1000 euros par mois en bourse, je vais pas t'acheter du Hermès. Tu vois. J'espère qu'ils vont faire un split, hein. J'espère aussi. Bah, ils vous en parlent sur Nvidia là à l'heure actuelle. Ouais. Mais voilà, par exemple sur 1000 euros, on peut pas acheter deux actions. Enfin, on peut pas acheter une action Hermès. Donc dans ces cas-là, c'est pas grave. Je prends un peu d'argent du livret A que je retransvase pour au moins acheter une action complète. J'achète pas de fraction d'action, c'est pour ça que je le fais. Mais encore une fois, tout dépend de votre situation. Moi, j'ai pas de charges très très importantes qui vont mettre en insécurité mes proches, etc. ou moi-même. Donc, c'est comme ça que j'alloue l'argent. D'accord. C'est assez simple. J'ai pas forcément de tableau Excel pour mes dépenses, contrairement à toi. C'est beaucoup plus cartésien à chaque fois. Non, moi, c'est pas du tout ça. Ça va être surtout... voilà, le principal objectif, c'est l'investissement et l'épargne. Une fois que l'investissement et l'épargne sont respectés, place à la belle vie, place aux dépenses, et faut pas que ça soit un frein à l'amusement, hein. Donc c'est bien de mettre de côté, c'est bien aussi de dépenser son argent. Le tout, c'est de faire avec modération. Voilà. Faut pas s'empêcher de vivre. On a 23 ans, enfin j'ai 23 ans, je sors pas mal. Ça dépend, mais voilà. Faut se connaître, faut bien gérer son argent, c'est comme ça que je vois les choses. Ok, très bien. Donc pas de Google Sheet contrairement à toi, pas de Google Sheet du tout, hein. C'est vraiment le compte courant, je sais le manœuvrer, je sais le gérer, j'ai jamais été dans le rouge. Ok. Donc voilà. Le Google Sheet va être surtout pour suivre mes investissements. Avec tous les semestres, je fais mon rapport. Tous les semestres, je mets l'argent que j'ai gagné, l'argent qui a été placé, etc. Les différents actifs, donc crypto-monnaie, 2% du portefeuille, hein, pas plus pour les curieux. L'action, le cash de précaution, le cash autre, etc. Je fais le compte rendu. Ouais. Voilà, tout simplement. Ok. Et toi alors? Ok, très bien. Alors... là, on en a pour toute la fin du podcast, là. Non, alors effectivement, j'ai mis en place des systèmes de gestion d'épargne assez complets. Alors, il faut savoir que moi, j'ai commencé à gérer mon épargne à partir de 2020 à peu près, non, peut-être fin 2019. Et en fait, avant ça, donc courant 2018-2019, j'étais un gros dépensier. Et je finissais concrètement tous les mois. Merci beaucoup. Merci bien. Et je finissais donc tous les mois à découvert. Mais vraiment. Ah ouais Ah ouais. Non, en 2019, je finissais tous les mois à moins 300, moins 400. Toi, t'as commencé à bosser quand? J'ai commencé à bosser en 2017. J'étais freelance. À l'époque, j'étais freelance. Ah oui, en 2019, j'avais une entreprise. Du coup, j'avais une agence de communication avec un ami que tu connais. Ouais. Et à cette époque-là, donc j'étais tout le temps à découvert. Et en fait, j'ai un ami à moi qui était aussi un associé dans cette société, qui avait suivi, je crois qu'il avait suivi une formation en investissement, je sais plus ce qu'il avait fait. Et il avait mis en place comme ça, parce que lui aussi c'était un gros dépensier, et il avait des gros problèmes à finir les fins de mois en positif. Oh. Et lui en plus il vivait la belle vie, hein. Il était en Belgique, il était à Bruxelles. Ouais, globetrotter quoi. Voilà. La vie de seigneur. Et il avait, je crois qu'il touchait 4000 par mois à l'époque, parce qu'il était salarié, était salarié dans un magasin de costumes sur mesure.
Et enfin bon, il touchait très bien. Non, il était directeur régional des magasins, ou je sais plus ce qu'il faisait. Et bref, du coup, même avec 4000 euros par mois, il arrivait à tout cramer et à se retrouver en négatif à la fin du mois. La vie de star, quoi. La vie d'artiste. La vie d'artiste, non, ouais. Et du coup, il avait pris une formation et il avait trouvé un moyen de catégoriser toutes ses dépenses en fait sur Google Sheet. Et il m'avait partagé son Google Sheet et il m'avait dit, écoute, fais ça. Et je l'ai écouté. Je l'avais fait et c'est toujours exactement en fait le même template que j'ai aujourd'hui et que je duplique d'année en année. Donc là, j'en suis à mon 4e, donc le 2024, parce que je vais commencer, non, mon 5e du coup, parce que j'ai commencé en 2019. Ouais. Je te coupe rapidement. Il y a quelque chose qui a fait que t'en es marre d'être dans le rouge, parce qu'il y en a, ils ont 25 ans, ça fait 8 ans qu'ils sont dans le rouge. Ouais, moi je le vivais mal quand même. Ouais. Je le vivais mal, je me disais... Parce qu'il y en a qui le vivent sacrément bien. Hein. Ouais. Il y en a, franchement, ils sont pas complexés non, par ça. Non, c'est clair, mais là, non, je le vivais mal. Ouais. Allez, tu vois, je savais que j'avais pas de problème d'argent, j'avais quand même mes parents pour m'aider si jamais il y avait un problème ou quoi. Mais disons que j'avais envie de mettre de l'argent de côté et j'y arrivais pas. Ouais. Et donc ça a été la première étape parce que ça m'a permis, donc le Google Sheet, il est divisé, alors il est très simple, il y a 3 catégories. Alors à la base, il y en avait que 2. Il y avait les entrées et les sorties. Donc c'est ce qu'on appelle un PL statement en anglais, donc un profit and loss statement, donc un état des profits et des pertes. Et donc toutes les entrées, on va les catégoriser sur nos différentes entrées d'argent. Donc si vous avez que un salaire, il y aura qu'une ligne. Moi en l'occurrence, il y a plusieurs lignes parce qu'il y a mon auto-entreprise aussi, il y avait mon salaire avant. Il y a aussi d'autres petits revenus, tu vois, qu'on peut compter. J'avais des entrées sur le crowdfunding immobilier. J'ai les dividendes aussi que je catégorise dedans. Tout ce qui va être intérêt perçu sur les livrets aussi. Vraiment, l'idée, c'est de catégoriser toutes les rentrées d'argent au centime près. Même les livrets? Ah ouais, moi, je renseigne tout. Ouais, les livrets, ça part tout de suite en bourse. Ah non, moi, je renseigne tout au centime près. Ah ouais, d'accord. Ah ouais. Et même les frais. En vrai, c'est une bonne idée, c'est les frais, on en parlera tout à l'heure, mais les frais sur les actions, c'est la première personne, en tout cas, pas investisseur, voilà, comme Guy Spierre ou Warren Buffett, etc. Mais ouais, j'avais vu tes frais, tu comptabilises tes frais à chaque fois. Ouais, bien sûr. En vrai, il a raison, hein, c'est comme si si on veut en fait avoir des résultats précis, il faut avoir des données précises, et pour avoir des données précises, il n'y a pas de secret, il faut tout renseigner au centime près. C'est du temps, mais... mais ça permet d'être précis. Ouais, pour évaluer sa performance. Moi, tu me connais, j'aime la précision. et donc voilà, donc toutes les entrées. Et ensuite, on a toutes les sorties. Et toutes les sorties, moi, je les catégorise. Alors, j'ai pas toujours fonctionné comme ça, mais là, en l'occurrence, moi, j'ai la ligne principale, ça va être les charges récurrentes. Donc, les charges récurrentes, en fait, je vais avoir un deuxième tableau dans une deuxième feuille. Vous pouvez le faire dans une deuxième feuille sur le Google Sheet. Donc, première feuille, entrée-sortie. Deuxième feuille, ça va être les charges récurrentes. Et donc là, on va lister toutes les charges récurrentes du mois. Donc le loyer, l'EDF, le téléphone, l'internet, les abonnements Netflix, tout pareil, au centime près. Toutes les charges récurrentes, tous les abonnements, on les met dedans. Et ça va dans le pôle de dépenses, charges récurrentes, qui est ensuite une ligne dans les sorties. Peut-être qu'on le mettra à la rigueur parce que là, il y en a qui vont l'écouter en podcast. Ouais. Mais sur YouTube, à la rigueur, on pourrait peut-être le mettre en mettant sans les montants. L'encadré, ouais, effectivement. Peut-être qu'on pourrait même mettre un template oui, on pourrait même mettre un template de Google Sheet vierge. Dites-nous en commentaire. Ouais, ce que j'allais dire. Dites-nous en commentaire comme si ça. Si ça vous intéresse, je vous partagerai peut-être mon template vierge sur ce Google Sheet. Ça peut être intéressant. Ça peut être très intéressant. Okay. Et même pour toi, hein, d'ailleurs. Et je vais voir ça. Et donc du coup, les sorties, voilà. Donc moi j'ai mes charges récurrentes, c'est le plus gros pôle de dépenses. Je crois que j'ai environ 1200 de charges récurrentes. Alors j'habite sur Paris, donc c'est pour ça le loyer est chez Ross. Là, nous on est en banlieue parisienne, et chez moi, donc forcément c'est un peu moins cher. Mais effectivement, donc on a les charges récurrentes, et ensuite moi j'ai 3 budgets. Et ces 3 budgets, ça va être ce que j'appelle le budget quotidien. Donc le budget quotidien, pour moi, c'est le budget des dépenses quotidiennes, dépenses courantes. Donc ça va être acheter, payer un café, acheter une bricole, faire 2-3 courses, dépenses quotidiennes. Nourriture ? Pas que. Mais oui, il y a de la nourriture aussi. Mais alimentation du quotidien. Mais pas... Ouais, mais ça, c'est vraiment mon budget quotidien personnel. Parce que j'ai un deuxième budget, c'est le budget commun sur lequel je vais revenir juste après.
Et ce budget quotidien, donc c'est, je crois, 250 euros. Pourquoi? Parce que je le calcule à 50 euros par semaine et je pars sur 5 semaines dans le mois. Comme ça me permet d'avoir toujours un petit surplus parce que sur les mois calendaires, il y a des mois qui font 4 semaines, il y a des mois qui en font 5. Voilà. Et donc en fait, si on fait que 4... Il a fait les années bissextiles aussi. Hein. Non, mais en fait, si on part que sur 4 semaines, il y a certains mois où on se retrouve à sec parce que voilà, parce que non, pas février. Non, justement en février, c'est juste en train de te le dire. Mais effectivement, il y a des mois où on a une 5e semaine qui se rajoute et du coup, c'est ça, partir sur 5 semaines de calcul, ça permet d'être toujours flex. Flex. Bref. Et et donc ensuite, on a le budget commun. Donc là, moi, c'est le budget avec madame. Et donc là, c'est 500 euros de budget commun, donc 100 euros par semaine. Et là, ça va être vraiment les courses alimentaires. Et là, c'est des courses communes du foyer pour vivre. pour manger. Pour manger. Pour manger. Donc 250 euros de budget quotidien, 500 euros de budget commun, et ensuite j'ai un budget plaisir de 200 euros par mois. Alors je l'ai coupé depuis quelques mois parce que... Il n'y a plus de plaisir. Parce qu'il n'y a plus de plaisir. Plus de plaisir. Voilà. Non, c'est parce que vu que j'ai switché de situation, que je suis à plein temps sur IQ Invest et tout, j'essaie de réduire les dépenses au maximum pour accumuler beaucoup plus de cash au cas où. Mais T'as ton épargne de précaution qui est j'ai faite. mon épargne de précaution, d'ailleurs faut que je revienne dessus juste après, mais Bah, je reviendrai je te reposerai une question sur l'épargne ouais, de je reviendrai précaution. sur Parce l'épargne de précaution. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et puis, pour le coup, l'épargne de précaution, déjà, avant de faire de l'investissement, je pense que tu es d'accord avec moi. Déjà, c'est de sauver ses miches, comme on dit. Exactement. C'est l'épargne de précaution. Et ensuite, quand il te reste de l'argent, Exactement. tu peux l'investir. Mais tant que t'as pas d'argent de sécurité, ça peut être 500 euros. Hein, si vous êtes étudiant, etc. Pas besoin d'avoir 4000 euros d'épargne de précaution quand on est chez papa, maman à la fac. C'est la base. C'est la base et je pense qu'on va revenir dessus juste après. Mais voilà, donc c'est l'idée. Charge récurrente et ensuite mes 3 budgets. Et en fait, moi, ce que je fais, c'est que j'ai 2 comptes bancaires principaux. Et j'ai Fortuneo, qui est mon compte courant de référence sur lequel j'ai toutes mes rentrées d'argent et sur lequel je vais également payer donc mes charges récurrentes. Okay. Donc toutes les charges loyers, etc. Voilà. Bref, tout ça c'est sur Fortuneo. Et donc ensuite j'ai une deuxième banque qui est Revolut. Donc moi je suis chez Revolut depuis très très longtemps, c'est la meilleure néobanque selon moi. Il y a plein de choses qui sont bien chez Revolut. Et sur Revolut en fait tous les mois, en chaque début de mois, je vire mes budgets. Donc je vais virer mon budget quotidien, mon budget commun et mon budget plaisir. Et en fait, l'avantage de Revolut, c'est qu'on peut faire des coffres et on peut également faire des comptes joints. Donc d'ailleurs, moi j'ai le compte joint avec madame sur Revolut, donc ça c'est hyper pratique. Et ensuite, on peut faire des coffres pour catégoriser justement ces budgets. Il n'y a pas de frais sur Revolut. Il n'y a pas de frais. Si je suis à la Société Générale, je ne vais pas leur faire de la pub dans la vidéo, mais il y a des frais. Ouais. Il y a des frais à la Société Générale. Alors Fortuneo, il n'y a pas de frais. Ouais. D'ailleurs, il y a un lien de parrainage, hein, si ça t'intéresse, pour Fortuneo. Donc Fortuneo, il n'y a pas de frais, c'est génial. Et Revolut, il n'y a pas de frais non plus, c'est génial. L'avantage, il y a plein d'avantages à Revolut, j'ai pas envie de leur faire de la pub parce que j'ai pas de lien de parrainage, mais d'ailleurs, faut peut-être que j'en mette un, mais il y a les comptes en multi-devises, on peut avoir toutes les devises qu'on veut. Et surtout, ils ont des comptes épargne maintenant, qui sont rémunérés à 3,69, il me semble, sur l'euro. Et un peu moins de 3,78. Ouais, il y a 4 et quelques sur le dollar. Ouais. Donc c'est très bien rémunéré, ces comptes épargne. Et ils sont rémunérés quotidiennement. Oui, les intérêts sont calculés quotidiennement en plus, Okay. donc ça c'est vraiment cool. Donc c'est très intéressant si vous avez des comptes qui fluctuent beaucoup. Alors que pour les livrets A et LTTS, c'est calculé bimensuel, je crois. Ouais. Tous les 15 jours. Mais donc voilà, et en fait Revolut, c'est la banque qui va me servir à payer toutes mes dépenses courantes, payer les courses, payer les cafés, payer voilà, toutes les dépenses courantes. Okay. C'est la carte bleue avec laquelle je me sers pour tout payer. Et également les budgets que je verse sur Revolut. Moi en fait je me les débloque à la semaine, donc ça me permet d'être encore plus rigoureux sur ce que je dépense. Et tout ce qui reste du coup en surplus, donc par exemple en début de mois, je vais me virer mes 250 plus 500 euros, donc 750 euros de budget. Tout ce qui dépasse, je vais le stocker sur un coffre donc, qui va travailler à 3 et quelques %, donc c'est toujours cette prix. Et ensuite, toutes les semaines, je prends une partie, je le mets sur mon compte courant et une autre partie sur le compte joint. Et on gère comme ça hebdomadairement. Et tu vous gères ça hebdomadairement. Ouais. Ouais, ça permet d'être plus rigoureux sur les dépenses.
Ok. Voilà. Donc voilà comment je gère. Et en fait, du coup, une fois qu'on a ce Google Sheet, c'est très simple, parce qu'on a entrée, moins sortie, ça nous donne le montant d'investissement, tout simplement. Donc ensuite, moi j'ai une troisième partie dans mon Google Sheet, c'est investissement. Et ici, en fait, le but c'est que une fois qu'on fait entrée, moins sortie, moins investissement, il reste 0 à la fin du mois. Et donc, tout ce qui est au-dessus des entrées et des sorties, moi je suis déjà tranquille parce que vu que j'ai déjà mes budgets, vu que j'ai déjà viré l'argent sur Revolut pour m'en servir en budget, je sais que tout ce qui reste, je peux l'investir jusqu'au dernier centime, donc c'est exactement ce que je fais. Et là, je pense qu'on reviendra un peu après sur comment, vers où on investit, mais moi ce que je fais, c'est que j'envoie 50% sur le PEA, 50% sur le compte titre. D'accord. Bon, pas du tout. Et voilà, je pense que c'est ça. Attends, ça va revenir, j'avais un truc à dire, ça va revenir. Ça va te revenir, ça va lui revenir. Mais quand le problème, c'est, c'est pas le problème, mais quand si tu dépasses d'un budget, par exemple le budget nourriture, où ça peut dépasser un petit repas en amoureux, une bonne bouteille, une bonne viande, ça dépasse. Dans ces cas-là. Alors dans ces cas-là, j'ai soit le budget plaisir. Non, j'ai soit le budget plaisir, qui est sur Revolut aussi. Okay. Soit en fait ce que je fais sur Revolut, c'est que j'ai un coffre épargne spécial qui s'appelle Surplus. Et en fait, tout l'argent que j'envoie sur Revolut, c'est de l'argent que je considère dépensé. Donc tu vois, je vais pas faire comme toi et rapatrier l'argent de Revolut en fin de mois pour l'investir. Okay. Ce qui fait que l'argent de Revolut, une fois qu'il est sur Revolut, s'il reste à la fin de la semaine, donc mettons j'ai mes 50 € de budget quotidien, et à la fin de la semaine, s'il me reste 10 € dessus, cet argent, je vais le rapatrier sur mon coffre Surplus, et je vais ensuite me reverser 50 € pour la nouvelle semaine. Et ce qui fait que j'ai mon compte Surplus, sur lequel il doit y avoir tout le temps environ 150, 250 €, tu vois, qui traînent, qui me sert à payer les dépenses tampons, comme ça, un resto avec madame de temps en temps, ce genre de choses. Et c'est hyper pratique parce que ça permet de pas piocher dans l'épargne. Et puis de bien cloisonner les dépenses, etc. Exactement. Et du coup, j'ai vraiment deux espaces séparés. J'ai Fortunéo sur lequel il y a l'épargne et les charges récurrentes. Et j'ai Revolut sur lequel il y a toutes les dépenses courantes et pour se faire plaisir, entre guillemets. Et sur Revolut, là, s'il reste de l'argent en plus, c'est pour moi, je sais que je me fais plaisir avec. Ok, d'accord. Voilà. C'est intéressant comme vision parce que du coup, c'est très cartésien. Moi, par exemple, ça l'est moins parce qu'il va pas y avoir de budget loisir. En gros, je sais pas si c'est un mois de fou, on a envie de se faire 5 restos. 5 restos, forcément, là, mon budget plaisir, entre guillemets, il va exploser en deux. Mais ça va être surtout à nous où, voilà, le mois prochain, il y aura peut-être pas 5 restos, il y en aura sûrement un peu moins, beaucoup moins. Mais ça va être plutôt comme ça. Ça va être pas du feeling, mais du moment que l'investissement, le montant alloué à l'investissement est géré et mis dedans, de toute façon, une fois que c'est dans le CTO et dans le PEA, je peux pas m'amuser à enlever. Et pour moi, tout est bon. Après, moi, je vais un peu piocher dans... c'est les livrets, moi. J'ai un peu la même philosophie dans le sens où, pour moi, tout ce que j'envoie sur Revolut, c'est pour se faire plaisir. Et s'il reste à la fin, si on a fait un mois, par exemple, on a été très frugal, on n'a pas dépensé beaucoup, et qu'il reste 200 € à la fin du mois, on sait que le mois prochain, on va pouvoir se faire plaisir, on va peut-être pouvoir se faire un bon resto, tu vois. Mais ça veut dire que hebdomadairement, par exemple, t'as fait des courses le mardi et le jeudi. Tu vas reporter le prix des courses dans ton Google Sheet. Non, en fait, non, parce que vu que j'ai déjà mes budgets qui sont déduits dans mon Google Sheet, ça fait que, en fait, c'est déjà cloisonné, c'est déjà déduit, et ça fait que une fois sur Revolut, je vais avoir donc par exemple pour les courses typiquement le budget commun, c'est 500 €. Donc chaque lundi, je verse 100 € de ce budget commun sur le compte joint. Ok. Et ces 100 € là, il faut qu'ils tiennent la semaine. Donc en fait, t'as 100 € toute la semaine pour faire les courses. Et en général, à la fin de la semaine, il reste toujours 10-20 € sur le compte, tu vois, que je rapatrie sur le compte surplus, qui sert du coup ensuite soit à payer des dépenses imprévues, soit à donc payer un resto par exemple. Toutes les semaines, tu vas réallouer par rapport au budget qui a été estimé. Mais vu que c'est des dépenses qui sont déjà cloisonnées sur Revolut, en fait moi dans mon Google Sheet, c'est déjà tout soustrait, ce qui fait que quand je fais entrée moins sortie, j'ai vraiment la somme nette de tout ce que je peux investir par mois.
Et je sais que du coup, à la fin du mois, le 31, sur mon compte courant Fortunéo, il doit rester 0,00. Pourquoi ? Parce que la somme qui reste sur mon compte courant, c'est uniquement la somme qui reste à payer mes charges récurrentes. Ok, je vois. Donc cette somme, en fait, tout le mois, elle va disparaître pour arriver à 0 à la fin de mois. Et tout et voilà, et après le mois d'après, ça recommence. Ok. Et voilà. Ok, d'accord, ouais, c'est plutôt bien cloisonné. Mais j'ai mis du temps à arriver à ce système. Hein. Franchement, mais j'en suis content parce que maintenant que j'ai mis ça en place. Ouais, c'est l'habitude. Moi, je sais que j'aurais la flemme. En fait, moi, au début, ce que je faisais, c'est que je renseignais toutes mes dépenses. Mais c'est l'enfer. Vas-y, dès que tu payes un truc, faut que tu le renseignes. Donc en fait, je me suis dit, au lieu de devoir, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font ça, tu vois, sur YouTube, qui te conseillent, oui, tu fais un Google Sheet, tu renseignes toutes tes dépenses une par une. L'abonnement, etc. Ouais. Alors non, alors pour les charges récurrentes, c'est plus facile parce que t'en as pas beaucoup. En général, t'en as peut-être une dizaine. Donc ça, t'es obligé de le renseigner quoi qu'il arrive. Mais tu vois, genre les dépenses, les courses, les restos, les cafés, tout ça. Ouais. Tu vas pas renseigner, t'as pris 2 cafés, il y en a qui disent, 3 €. Dès que tu dépenses un truc, faut que tu le renseignes dans ton fichier. Mais moi, j'avais pas envie de faire ça, ça me saoulait. Donc du coup, ce que j'ai mis en place, c'est ces systèmes de budget. Je cloisonne sur des comptes différents. Et comme ça me permet de vraiment bien gérer les entrées et les sorties. D'accord. Sans avoir à renseigner tout ce que je dépense ligne par ligne. Et donc ça me permet du coup d'optimiser ma capacité d'épargne. Et c'est un levier sur lequel... c'est une statistique que je suis de très près et sur laquelle j'essaye d'être à environ 50-60%. En investissement. C'est-à-dire que tout ce que je gagne, il y a 50 à 60% qui part en investissement. Donc sur 1000 €, t'as 600 € qui partent en investissement. Ouais, entre 500 et 600 €. C'est ça. Ok, tout est plus limpide pour moi, j'espère pour vous aussi. J'espère, mais de toute façon, si vous avez des questions... Ouais, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Hugo, au moins, on y répondra, ça dépend à qui vous posez la question. Tout à fait. Oui, d'ailleurs, si vous avez une question spécifique pour un de nous deux, n'hésitez pas à mentionner si c'est pour Hugo ou pour Jean, comme ça on saura qui doit répondre. Ça sera plus simple. Voilà. N'hésitez pas aussi même à nous envoyer directement par mail ou via nos chaînes Instagram, nos canaux Instagram, etc. Nos canaux Instagram. C'est toujours plus pratique. Ok. Et du coup... Ton épargne de précaution. Exactement, l'épargne de précaution. Donc, moi, c'est un peu similaire à toi. C'est-à-dire que moi, chez Fortunéo, j'ai un compte courant, forcément. J'ai aussi un compte joint chez Fortunéo, mais on s'en sert pas. J'ai une assurance vie dont je me sers pas. Il doit y avoir 100 € dessus sur un ETF S&P 500, mais je l'ai ouvert histoire de l'ouvrir. J'ai donc un livret A, un LDDS et un livret plus. Alors, c'est quoi ? Alors tu vas voir, les trois ont leur fonction et leur importance. c'est un fou. Il y a de la gestion d'actifs ici. Hein. Je vous le dis les gars. Donc le livret plus, c'est un livret bancaire, il paye que dalle, il est à 0,5% ou 1%, je crois. Mais c'est un livret sur lequel il n'y a pas de plafond. Ok. Tu peux mettre 10 millions si tu veux dessus, ça pose pas de problème. Mais c'est différent qu'une assurance vie, on peut toujours enlever. Ouais, c'est comme un livret A, mais juste t'as pas de plafond et ça rémunère moins. Ok. Mais alors, comment je structure ? Grosso modo, mon livret A, c'est mon épargne de précaution. Donc toi, c'est sur le LDDS, moi c'est sur le livret A, ça revient au même, c'est le même taux. Mais c'est pas le même plafond. C'est pas le même plafond. Le livret A, c'est 22 000 et quelques, et le LDDS, c'est 12 000. C'est ça. Moi, mon épargne de précaution, elle est sur le livret A. Et aujourd'hui, j'ai à peu près 20K d'épargne de précaution sur le livret A. Mais c'est parce que je suis dans une situation particulière. Pourquoi ? Parce que à la base, j'avais comme toi 12 000 d'épargne de précaution, donc équivalent à 6 mois, pas de salaire, mais de dépenses courantes. Moi, c'est 6 mois de dépenses courantes que je mets en épargne de précaution, donc je sais que j'ai besoin à peu près de 2 000 € par mois pour tout payer et pour vivre, donc c'est ce que je mets. Et donc, voilà, j'étais à 12 000, mais vu que j'ai eu une rupture co avec mon ancienne boîte, j'ai touché un bon chèque en partant, et c'est de l'argent que j'ai laissé sur le livret A, pour au cas où, ouais. tant que ma situation n'est pas redevenue stable, on va dire, je garde cette épargne là au cas où. Puis c'est toujours intéressant d'avoir de l'argent de côté dans un compte qui dort, parce que si vous aimez pas forcément, il y en a un qui adore ça, c'est votre banquier. Ouais. Le banquier, quand il va voir que votre argent il est là, il dort depuis 1 an, 3 ans, 5 ans, vous y touchez pas.
Lui, tout ce qu'il va se dire, c'est c'est le client incroyable, parce que lui, il va se faire du beurre sur votre dos. Et en attendant, quand vous allez lui demander un crédit, vous aurez plus de cordes à votre arc, dans le sens où vous pourrez lui dire, mais attendez, je gère bien mon argent, j'ai pas été dans le rouge. Ça, heureusement, enfin, j'espère pour vous. Et en plus, mes comptes d'épargne sont bloqués, etc. Enfin, sont remplis, j'y touche pas, vous voyez, il sait, lui, tout ce qu'il veut, c'est que votre argent, il dorme et que vous y touchez le moins possible. Donc, c'est toujours intéressant d'avoir quand même un compte qui va rien faire, mais au moins pour le banquier, parce que c'est lui qui va vous accepter votre crédit ou pas. Donc, c'est vraiment intéressant de mettre de l'argent de côté dessus, et au moins, ça fera, exactement. Vous ferez les beaux yeux à votre banquier, c'est ce qu'il faut faire, de toute façon. C'est ça. Et effectivement, donc j'en étais où? Donc oui, épargne de précaution sur le livret A, et un peu comme toi, moi j'ai mon LDDS qui me sert d'épargne de disponibilité. Donc en fait, qu'est-ce que je vais appeler épargne de disponibilité? Pour moi, c'est 3 000 euros qui sont sur le LDDS et qui servent à payer des dépenses, entre guillemets, imprévues. Typiquement, je sais pas, si je dois acheter, tu vois, dernièrement, par exemple, j'ai acheté un nouveau matelas. Ouais. Tu vois, bon, un matelas, c'est 700 euros, voilà, tu prends sur l'épargne de disponibilité, et ensuite tu la rembourses petit à petit pour retourner à 3000. Donc c'est vraiment 3000 euros. C'est 3000 euros, en fait, je sais que c'est pas de l'épargne de précaution, parce que l'épargne de précaution, je m'interdis d'y toucher. Ouais. L'épargne de précaution, il faut pas y toucher, sauf si t'as pas le choix. Mais l'épargne de disponibilité, elle est là pour dépenser si j'ai des grosses dépenses, ça me fait un petit fonds de roulement. Mais je sais que... pas forcément prévu. Voilà, exactement. J'essaye de toujours la laisser à 3000 et ça me fait un petit matelas tampon de cash comme ça pour payer des grosses dépenses. Voilà, pour payer un resto si jamais on a envie de se faire plaisir. 3000 euros, ça fait un beau resto. Non, mais voilà, tu vois, un matelas, un rattrapage d'impôts. Imaginons. Je m'en suis pris un beau, le rattrapage d'impôts, donc je peux te dire que je l'ai bien senti passer celui-là. Là, en septembre, quand je vais commencer à le payer, il va me faire mal. Hein. Mais voilà, typiquement un rattrapage d'impôts, ce genre de choses, et ça permet d'avoir un petit matelas en plus, sans toucher à l'épargne de précaution. Et c'est comme ça que je gère. Et ensuite, donc le troisième, donc je t'ai parlé, c'est le livret plus. Pourquoi j'en ai ouvert un troisième? Parce que, alors moi, dans ma tête, j'aime bien tout segmenter. Je l'ai compris, ouais. J'aime bien quand tout est séparé. Et le livret plus, en fait, il me sert tout simplement de compte tampon pour mes investissements. Pourquoi? Investissement quoi? En bourse. En bourse, ok. Pourquoi? Je vais expliquer pourquoi. Il me sert à deux choses. Déjà, si j'ai des rentrées d'argent non prévues, je sais pas, exceptionnelles, genre, je sais pas, il y a la grand-mère qui fait un chèque à Noël, ce genre de choses, c'est de l'argent que je vais placer sur ce compte en attente d'investissement. Pas sur le compte à 3000, non, LDDS. Sur le livret plus. Le compte à 3000 LDDS, c'est de l'argent que je compte dépenser et qui sert de matelas. Le livret A, c'est de l'épargne de... c'est de l'épargne de précaution, donc j'y touche pas. Et le livret plus, c'est un peu le compte de transition entre le moment où je reçois l'argent et le moment où j'investis l'argent. Pourquoi? Parce que je reçois pas toutes mes rentrées d'argent en même temps. Ok. Ce qui fait que... typiquement, je vous ai dit, donc quand j'étais salarié, je recevais mon salaire le 1er du mois. Ouais. Et sur ce salaire-là, j'avais un petit montant que je pouvais investir, donc entrée moins sortie, que je mettais sur le livret plus en attente d'investissement. Pourquoi? Parce que ensuite, vers le 10-15, j'avais une deuxième rentrée d'argent qui est rentrée de mon auto-entreprise, qui venait elle aussi s'ajouter sur mon livret plus. D'accord. Et une fois que j'avais la somme complète, c'est à ce moment-là que je retire du livret plus pour envoyer l'argent sur mes comptes d'investissement. Ok. Donc en fait, ce livret me sert uniquement de transition entre le moment où je reçois l'argent et le moment où je vais... Voilà, et le moment où je le réalloue et où je fais les virements vers mon PEA, mon compte titre. Ok. Voilà. Du coup, c'est un compte de transit, mais l'argent, il transite sous combien de temps à peu près? Dans le mois. Dans le mois, ok. Dans le mois, il reste jamais... ou alors, donc il est très souvent maximum à 0. un mois à 10, parce que du coup le minimum c'est 10. Ah ouais, 10 euros. Ouais. Mais oui, il est très souvent à 10 euros, effectivement. Ok. Le but, c'est que à chaque fois que je lance mes investissements, il reste 10 dessus. Ok. Donc c'est ça. En fait, ce compte, il me rapporte rien. Il sert à rien, entre guillemets. Il sert juste de passerelle
entre le moment où je reçois toutes mes rentrées d'argent et le moment où j'investis. Ok. Voilà. Et c'est pas plus intéressant forcément de tout mettre, quitte à vraiment, là, ça soit un palier mental, mais c'est peut-être plus intéressant de mettre tout ton argent qui reste dans le LDDS, qui a 3000 euros, enfin 3000 euros de enfin pas de sécurité, mais de dépenses, le matelas. C'est le cas de le dire. C'est le cas de le dire, du coup, de mettre l'argent de transit dedans, parce que vu qu'il est rémunéré à 0,5 points et l'autre 3%, tu vois. Alors en fait, j'ai envie de te dire... tu grattes les 15 jours pour que ça rentre dans le calcul des intérêts. Bah effectivement, tu me fais penser, maintenant que tu dis ça, effectivement, je vais peut-être transférer ce compte de transition sur Revolut, qui eux calculent les intérêts quotidiennement, et qui sont à 3 et quelques, mais pas sur le LDDS. Pourquoi ? Parce que mon LDDS, j'aime pas rajouter de l'argent dessus, parce que mon objectif c'est qu'il reste à 3000, et je sais qu'aujourd'hui, tu vois, je suis pas à 3000 piles dessus, je dois être à 3700 et quelques, donc je sais que le delta entre les 3700 et les 3000, c'est de l'argent qu'il faut que je comble. Ouais. Mais si je rajoutais mon argent de transition dessus, tu vois, il faudrait que je refasse les calculs à chaque fois pour savoir, ok, mais alors attends, j'avais combien, il faut que je retire combien, alors que le livret plus, c'est simple, je sais que quand je fais mon virement vers mes comptes d'investissement, je fais la somme moins 10, et ça part. Non, c'était histoire de maximiser au maximum les rendements, parce que déjà que la banque, elle offre rien, au moins. Bah, effectivement, dans ces cas-là, peut-être que les comptes épargne Revolut sont plus adaptés, en sachant que, d'ailleurs, ce qui est très très bien, je fais encore la pub pour Revolut, mais les comptes épargne, ils rémunèrent bien, vous avez toutes les devises disponibles. Ouais. Sur les Nous ne sommes pas actionnaires chez Revolut, on aimerait bien. J'aimerais bien aussi. Et en plus de ça, vous pouvez en ouvrir autant que vous voulez. Ouais. Moi, je dois en avoir 4 ou 5 des comptes épargne chez Revolut différents. Ah ouais. Bah, j'en ai un pour mon budget commun, un pour mon budget quotidien, un pour mon budget plaisir, un pour mon surplus, et un pour mon compte pro. Et tout est rémunéré à 3%. Tout est rémunéré à 3%. Et j'en ai, du coup, si j'en ouvre un nouveau pour mon épargne de transition, bah, ça va en faire 6. Et voilà, quoi, tout simplement. Et après, t'as le compte courant de Revolut. Ah non, mais non, c'est ça. Je sais pourquoi j'avais pas fait sur Revolut et je l'avais laissé chez Fortuneo. C'est parce que tu sais, quand tu ouvres le PEA, t'es obligé de renseigner un compte bancaire de référence qui fait les virements vers le PEA. Et du coup, il faudrait que je change ce compte bancaire de référence pour Revolut et tout, c'est la galère. Ouais. Donc, moi aussi, j'ai trop la flemme. C'est pour ça que je voulais pas changer de banque à un moment. Ouais. C'est l'enfer, ça. Okay. Et voilà comment tout est structuré. D'ailleurs, petite parenthèse, pour les petits filous qui nous écoutent là, tant que vous n'avez pas votre épargne de précaution, c'est 0 en bourse. Ah oui. Non, parce que déjà, l'épargne de précaution, c'est la base. Faut savoir gérer son argent. Et quand on est jeune et qu'on n'a pas beaucoup de dépenses et qu'on se dit oui, c'est bon, ça sert à rien, j'ai le temps. Non. C'est la base, c'est jamais ce qui peut se passer. Si demain vous avez besoin d'acheter une voiture, si vous avez besoin de faire des travaux, de payer, j'en sais rien moi, des frais de santé, il faut avoir l'épargne de précaution. Donc tant que votre épargne de précaution n'est pas faite, et c'est au minimum du minimum 3 mois de dépenses, idéalement 6 mois de dépenses, maximum 12 mois de dépenses, mais au-delà, ça commence à être beaucoup. Faut que vous soyez à l'aise, en fait, faut que vous vous dites que dans votre vie tous les jours, voilà, si vous avez la voiture et que vous en servez tous les jours, bah, ça fait partie d'un poste qui est important. Ouais. Ça veut dire que si la voiture est pète, et que c'est un besoin nécessaire pour aller au travail, etc., et qu'il n'y a pas d'autres moyens, il faut pouvoir en racheter une, limite cash, quoi. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment un budget, on sait gérer, vraiment on est humble pour ça, mais tu sais gérer un peu tu sais gérer ton portefeuille en bourse, je sais gérer le mien en bourse, on en apprend tous les jours, etc. C'est pas là la question, mais si vous avez bien remarqué, ton compte d'épargne cash de sécurité et le mien, mon épargne de sécurité, elle est pas en ETF S&P 500, elle est pas en emerging market, elle est pas en assurance vie non plus. Elle est pas placée sur Microsoft. C'est de l'épargne de sécurité. C'est dans des fonds qui sont, c'est dans des comptes qui sont protégés immédiatement. Ouais. Demain, vous en avez besoin dans les 5 minutes, c'est de l'argent qui est disponible et qui peut potentiellement vous sauver la vie, ou j'en sais rien, tu vois. Et en fait, c'est surtout un truc parce que en vrai, le S&P 500, tu retires et hop, c'est liquide aussi. Mais là, c'est surtout un compte qui dort.
il est chez votre banquier. Voilà. De toute façon, votre épargne de sécurité, c'est dans un livret A ou un LDDS ou livret plus qui sert à rien, enfin qui est à 0,5. Mais oui, si vous avez 10 millions voilà. d'épargne de précaution, effectivement, vous n'avez pas le choix. Mais livret A, LDDS, c'est là-dedans que votre épargne de précaution doit être. Allez pas chercher ailleurs. C'est les deux meilleurs placements. Ouais. Parce que après, t'as le livret solidaire là qui est à 7% de rendement, mais je suis pas non, éligible. le LEP. Ouais. Ouais, mais il faut un certain seuil de revenus et moi je suis pas éligible non plus. Moi, je suis pas éligible. Donc, LDDS et livret A pour votre épargne de précaution. Choisissez l'un des deux, choisissez les deux, ce que vous voulez. Le plus important, c'est de remplir l'un ou l'autre. Enfin, en tout cas, par rapport aux 6 mois pas de loyer, aux 6 mois de dépenses. Toi, c'est ce que tu fais. Moi, ouais. Je sais grosso modo combien j'ai besoin pour en cas de coup dur. Donc voilà, j'ai rempli mon LDDS, ça me suffit amplement. Ouais. Et c'est super important parce que, en fait, ce qu'il faut comprendre avec la bourse, c'est que c'est pas un problème de liquidité. Parce que demain, tu as besoin de revendre tes actions, tu peux le faire en 3 secondes. Ouais, c'est pas l'immobilier. Ouais. Et encore en 3 secondes, ça dépend. Parce que si on est hors marché, ouais. À 3h du mat, vous pouvez pas revendre une action LVMH. C'est impossible, il va falloir attendre 9h30 l'ouverture des marchés. Donc, liquide, oui et non, ça dépend quand. Mais surtout, en fait, le problème avec la bourse, c'est que vous savez jamais quand vous allez avoir besoin de l'argent. Et si demain, vous avez besoin de 5 000 € pour X ou Y raison, et que les marchés ont pris moins 50% la veille, vous n'allez pas avoir envie de revendre. Et 2, c'est pas le moment de revendre parce que vous allez encaisser une moins-value énorme et ça va faire très très mal à votre performance. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas compter sur l'argent qui est en bourse et qu'il faut avoir cette épargne de précaution disponible sur livret. Allez, assurance vie fonds euros, c'est le max du max que vous pouvez faire. Mais même et encore, pas d'ETF, rien. Faut vraiment prendre quelque chose, voilà, livret ou LDDS, ça suffit amplement. Capital garanti est disponible immédiatement. Ouais. Et ce qui est très important aussi, putain, depuis tout à l'heure en plus, t'en parles, j'y réfléchissais, ça vient de partir. Ça va revenir. Attends, je vais prendre un coup d'eau en attendant. Ça revient pas. Mais si, ça va revenir. Oui, voilà. C'est revenu. Ça revient. C'est revenu. En gros, votre argent, quand il est en bourse, comme tu as dit, c'est pas de l'argent oublié, enfin c'est de l'argent oublié, mais une fois qu'il est placé en bourse, en tout cas notre vision c'est du long terme, donc surtout pas d'aller-retour. Mais quand je dis aller-retour, c'est pas je revends une action pour réallouer, ça c'est de la location d'actifs. C'est pas je revends mon ETF S&P 500 parce que il faut payer la courroie qui a pété de la Clio 2. Surtout pas, ça m'était arrivé donc surtout pas. L'argent qui est placé en bourse reste en bourse. Ce que dit François Rochon de Giverny Capital, pour être bon en bourse, faut que votre argent soit investi en bourse. On est d'accord, mais pour ça, faut pas l'enlever. Ça veut dire que votre épargne de sécurité, à partir du moment où vous l'enlevez, vous pétez les intérêts composés. C'est simple. Ouais, il y a tout à refaire. C'est comme si vous recommencez à zéro. Donc votre épargne de sécurité, c'est de la sécurité. Et ensuite, l'investissement, c'est de l'investissement. Et on peut même pousser le vis, pousser le bouchon un peu plus loin, comme on dit, dans le sens où vous avez votre épargne de sécurité, vous avez vos comptes en bourse, etc., PEA, CTO. Forcément, il va y avoir des dépenses au fur et à mesure, vous allez grandir, vous allez mûrir, vous allez avoir une vie de famille, des enfants, etc. On n'en est pas encore là. Faut bien penser à une chose, votre argent en bourse, il faut pas la réutiliser, même si c'est pas en cas de coup dur. Faut vraiment que ça soit de l'investissement, mais de l'épargne qui est placée en bourse. Faut pas que ça soit, voilà, faut payer des vacances, bah attends, j'enlève un peu, etc. Non. Dans ces cas, il vaut mieux enlever des épargnes de sécurité. En fait, la bourse, il faut se dire que l'objectif, c'est la retraite. Chacun a son objectif avec ses investissements en bourse. D'ailleurs, ça pourra peut-être faire le sujet d'un podcast carrément dédié. Hein. Mais très rapidement, si on en parle, tu vois, moi, par exemple, je sais que l'objectif de mon patrimoine en bourse, il est double. Un, c'est d'avoir le maximum de patrimoine possible. Et alors là, il n'y a pas de limite. Hein. J'espère plus de 1 million, mais si c'est 10, je serai très content. C'est le mal que je te souhaite. Et donc, voilà, avoir le maximum de patrimoine possible. Et ensuite, 2, avoir le maximum de dividendes possible. C'est pour ça que moi j'aime beaucoup les sociétés qui versent un dividende
pas forcément élevé, mais qui verse un dividende et qui l'augmente de manière très rapide. Pourquoi ? Parce que sur le long terme, ça fait un rendement sur coût qui est phénoménal. Mais t'as pas de stratégie dividende, hein. Non, j'ai pas forcément une stratégie dividende, moi j'ai une stratégie quality dans laquelle j'ai un facteur dividende. Pourquoi ? Parce que mon objectif à terme, c'est de pouvoir vivre, en tout cas en partie, de ces dividendes qui sont versés. Et donc l'objectif est double, maximiser le capital en lui-même et avoir le plus de patrimoine financier possible, et ensuite avoir donc ces rendements en dividendes qui payent mon train de vie, tout simplement. Ok. Mais en fait, le capital que j'ai en bourse, moi, s'il peut rester en bourse jusqu'à ma mort, ça me va, tu vois. Il reste en bourse, et ensuite, les actions qui sont en bourse, les titres, parce qu'une action, c'est quoi ? C'est un titre de propriété, eh ben, ils seront transférés à mes héritiers, à mes enfants, à ma famille, et idéalement, en fait, ce sont des titres de propriété auxquels vous ne touchez pas. C'est comme de l'immobilier. Demain, vous n'allez pas revendre un immeuble. L'objectif, c'est que vous avez l'immeuble, le capital est là, et vous vivez des fruits de cet immeuble, donc des loyers. Jusqu'à la transmission. Jusqu'à la transmission, et là, vous transmettez le bien en lui-même. Bah, pour moi, la bourse, c'est la même chose. Vous achetez des actifs, donc des actions, vous en achetez le plus possible. Une fois, après, vous les transmettez à vos héritiers, et vous vivez des fruits de ces actions, c'est-à-dire les dividendes. Et après, soit vous êtes en phase de capitalisation et vous réinvestissez les dividendes dans ces mêmes actions ETF, soit vous êtes en phase de rente, entre guillemets, et vous décidez de vivre en totalité ou en partie de ces dividendes. Ouais, ça. Moi, je vise pas forcément les dividendes dès maintenant, dans le sens où non, effectivement, on est en phase de construction de portefeuille. C'est pour ça que, comme je t'ai dit, tu vois, moi, c'est les entreprises pas qui versent un gros dividende, mais qui augmentent leurs dividendes de manière très rapide à 8-10% par an. Mais toi, c'est un frein si elles versent pas de dividendes d'ores et déjà. C'est pas forcément un frein, mais c'est un plus si elles versent un dividende. Mais je pourrais acheter une action qui verse pas de dividende. J'en ai pas aujourd'hui, parce que même Google a versé un dividende récemment, et je l'ai acheté après qu'elle ait versé son dividende. Mais tu vois, typiquement, une action comme Fortinet. Ouais. Fortinet, c'est une action qui potentiellement m'intéresserait. Elle verse pas de dividende, mais je pourrais me positionner dessus. Ok. Pourquoi ? Parce que, en fait, c'est pas forcément un frein dans le sens où moi j'ai un objectif très long terme et je sais qu'une action comme Fortinet, c'est comme un Google. À un si moment, elle se développe, elle va finir par verser un dividende. Et si elle verse un dividende dans 10-15 ans, moi je m'en fous parce que je compte pas vivre de mes dividendes, je serai encore là, je serai encore... Enfin, j'espère. Non, mais en tout cas, tu seras encore investi dans Fortinet. Exactement. Voilà. Je suis pas investi dans Fortinet. C'est pas un conseil en investissement, les gars. Mais... Se calme. Ok, d'accord. Ouais, bah... Voilà. Mais d'ailleurs, peut-être, je sais pas si toi, tu as d'autres points à préciser sur ta stratégie d'épargne. Donc, ouais, je vais revenir sur les 1000 euros. Parce que moi, tout part de là, les 1000 euros. Ah oui. Les 1000 euros pour l'investissement en bourse. Les 150 euros, vous l'avez compris, c'est pour l'immobilier. J'ai pas encore de résidence principale, j'ai pas encore d'immobilier tout court, en fait, donc ça ira plutôt pour ça, via mon plan d'épargne logement. Bref, l'immobilier, on verra quand les taux seront redescendus. Moi, les 1000 euros, en gros, par mois, donc c'est 1000 euros par mois minimum. Après, ça peut être des mois, par exemple, le fameux 13e mois. J'ai toujours autant de dépenses, donc ça sera pas 1000 euros, mais ça sera le double de 1000 euros, etc., qui iront en portefeuille, Donc, dans ces 1000 euros, au minimum, en bourse, ils vont être alloués comment ? Ça sera pas forcément 50% S&P 500, non. Ça sera pas forcément 50% CTO et 50% PEA. Ça va être surtout par rapport à la watchlist. Qu'est-ce qui est intéressant d'acheter ou qu'est-ce qui est intéressant forcément à renforcer. La watchlist disponible sur IQ Invest, vous l'avez compris. Franchement, c'est intéressant. Je vous invite quand même à vous en créer une. N'hésitez pas à passer par le lien de parrainage. Non, mais blague à part, c'est important d'avoir une watchlist, peu importe où vous la faites. Au moins, vous voyez qu'est-ce que vous voulez acheter. Et au moins, quand vous avez votre poche, moi par exemple, donc les 1000 euros, qu'est-ce qui m'intéresse là ? Pour l'instant, il y a pas mal d'entreprises qui m'intéressent, mais elles restent encore trop chères. Donc, je préfère réallouer dans les entreprises que j'ai déjà. J'en ai 9 en portefeuille. Donc, 9 actions en portefeuille, sans compter les ETF. J'en ai 2, du Nasdaq et du S&P. Donc, les 1000 euros, dans quelle action je peux réallouer ? Celle que j'ai déjà en portefeuille. Et ça arrive plusieurs fois par mois, enfin plusieurs fois par an.
si je ne trouve rien, et ben dans ces cas-là, je transvase directement en compte cash prêt à dépenser dans le CTO et dans le PEA. C'est pour ça que là, je dois avoir, je sais pas, peut-être 1500 € sur le CTO prêt à l'investissement. Là, il y a le mois prochain qui va arriver. À la fin du mois, je vais remettre 1000 € dans... là, LVMH me paraît intéressant à ce stade pour l'acheter. Donc là, je sais déjà que je vais mettre au moins 750 € dans le PEA pour acheter LVMH, donc renforcer la position d'LVMH, et le reste, je sais pas, peut-être l'allouer ou le laisser en cash sur ton PEA. Ou le laisser en cash dans le PEA, parce que vu que j'ai déjà 1500 € en CTO, et que pour l'instant je vois pas forcément d'opportunité de renforcement ou d'achat nouveau, je laisse les 1500 € sur le CTO, je transvase le reste sur le PEA. Alors moi par contre j'ai toujours cette méthode de DCA sur ETF. Ouais. Donc, mais je pense que si on rentre dans le comment on achète et on gère notre portefeuille, ouais, ça risque d'être très long. Ouais, je suis d'accord. Je pense qu'on pourra faire. Ah ouais, on est déjà à 1 heure. Ah, on est déjà à 1 heure de podcast. Ah, moi j'avais lancé comme le podcast du Raptor 3 heures. Non, je pense qu'on pourra faire un sujet dédié sur l'allocation d'actifs, entre guillemets, c'est pas vraiment de l'allocation d'actifs, mais sur comment on investit du coup tous les mois. Ouais, je pense que ça peut être intéressant. On n'a pas tout à fait les mêmes méthodes, mais ça peut être très intéressant. Là, en gros, l'épisode d'aujourd'hui, ça a été nos rentrées d'argent et qu'est-ce qu'on en fait. Exactement. Et je pense que le prochain épisode, on peut faire sur comment on investit cet argent. Maintenant qu'on a parlé des dépenses, etc., l'argent qui nous reste, qu'est-ce qu'on en fout? Exactement. Et je pense que ça sera le prochain Exactement. épisode. Et d'ailleurs, comme ça, on continue sur cette lancée. Comme mot de la fin, moi j'avais juste une petite notion à vous partager, c'est que selon moi, il y a 3 piliers pour devenir riche, entre guillemets. C'est un grand terme, devenir riche, mais pour en tout cas créer de la richesse. Il y a 3 grands piliers et surtout 3 grands leviers sur lesquels vous pouvez agir. Le premier, c'est les revenus. Forcément, plus vous gagnez d'argent, mieux c'est. Donc, maximisez vos revenus. Pour ça, il y a des méthodes. Ça peut se faire par le salariat, demander des augmentations. Ça peut se faire par le salariat. C'est pas ce qu'il y a de plus simple. Honnêtement, c'est peut-être la partie la plus compliquée des 3. Maximiser ses revenus, c'est la plus compliquée, mais c'est aussi la plus importante. Parce que plus il y a de charbon dans la machine, plus ça va aller vite. Donc, maximiser ses revenus. Ensuite, la deuxième étape, c'est épargner ses revenus. Pourquoi ? Parce que si vous gagnez 10 000 € par mois, c'est très bien, mais si vous en dépensez 10 000, à la fin du mois, il vous reste 0 et vous créez pas de richesse. Vous êtes juste un mec qui gagne beaucoup d'argent mais qui crame tout. Vous n'êtes pas riche. Et on fait rien en dépensant trop. Non, exactement. Donc le deuxième pilier, c'est l'épargne. Donc une fois que vous gagnez de l'argent, il faut apprendre et réussir à épargner un maximum d'argent. Et pour ça, il y a une métrique très importante à suivre, c'est le taux d'épargne. Donc combien vous êtes capable d'épargner par rapport à la totalité de vos revenus. Un peu comme une marge. Et ça peut être un jeu, parce que justement, faut pas le prendre comme une flagellation, mais c'est génial. En fait, vous allez voir à la fin, et ça peut commencer de rien. Toi, par exemple, au début, tu commençais dans le rouge. Moi, j'ai jamais été dans le rouge de ma vie. Exactement. Mais par contre, j'ai jamais été dans le rouge. J'ai toujours été traumatisé par ça. Mes parents m'ont toujours dit, parce que j'ai commencé à bosser assez jeune, ils m'ont toujours dit, ton argent. Et en fait, j'ai bossé dans des secteurs un peu compliqués, BTP et surtout agroalimentaire, etc. Donc franchement, ton salaire, tu l'as transpiré toute la journée, t'as pas envie de le claquer. Donc, jamais dans le rouge, mais c'est vrai, faut toujours épargner. Exactement. Et le but, c'est d'épargner ensuite le plus possible. Et l'épargne, en fait, a toujours une limite. Parce que sans augmenter vos revenus, vous n'allez pas pouvoir toujours épargner plus, parce qu'à un moment, il y a un seuil à partir duquel vous avez besoin de vivre, vous avez besoin de manger, vous avez besoin de dormir. Donc vous allez toujours arriver à une limite. Et l'objectif, c'est quoi que vous gagnez aujourd'hui, épargnez le plus possible sur cette somme. Ça peut être 10, 20, 30, idéalement plus de 50%. Ça, c'est l'idéal de l'idéal. Même, je dirais, le Saint Graal à atteindre, l'idéal à atteindre, c'est 80%. Si vous arrivez à épargner 80% de vos revenus, là, les intérêts composés, ils sont phénoménaux. Et c'est très simple, si vous gagnez 10 000 € par mois, vous pouvez investir 8 000 € par mois et vous gardez 2 000 € pour vivre. Pour pouvoir atteindre un taux d'épargne de 80%, je dirais que c'est un peu le seuil.
c'est 10 000 euros. Pourquoi? Parce que 2 000 euros, c'est à peu près ce qu'il faut à un Français Ouais. moyen pour vivre confortablement. Donc, le taux d'épargne, Sans se priver, hein, parce que ça sert à rien. exactement. L'épargne, c'est pas de la flagellation, c'est ce qui va faire votre avenir, ce qui va faire l'avenir de vos héritiers. C'est cool de partir en vacances, mais c'est cool de faire des belles vacances. Ouais. Donc, vraiment, faut pas que ça soit terrible d'épargner pour vous. L'épargne, ça peut se faire des 10 euros par mois. Il y en a, et pas tout le monde gagne des salaires à 2 000, 3 000, 4 000 euros. Donc, il faut bien partir du principe où, quand chaque mois, tu vas mettre de côté 10, 20 euros, et ben, c'est 10, 20 euros. Et là, on parle même pas d'investissement, s'ils sont placés sur un ETF. Non, on s'en fout. Mais si t'épargnes déjà 10, 20 euros par mois, et ben, déjà, tu vas, toi, te créer ce sentiment d'épargner. Donc, forcément, qui dit 10, tu vas vouloir 20. Et en fait, tu vas te rendre compte que le mois prochain, bah, attends, si t'arrêtes de fumer, tu vas pouvoir épargner peut-être 50, etc., etc., etc. Mais déjà, faut mettre un pied dans l'engrenage de l'épargne sans se flageller. Faut vraiment pas que ça soit, faut continuer de vivre. Hein. On est né, on vit, on est né pour dépenser aussi, pour se faire plaisir. Mais il faut partir du principe où c'est pas de la flagellation et il faut vraiment, vraiment faire un travail sur soi-même d'épargne et de travailler. Après, ça va devenir un plaisir. Et après, Moi, ça je sais va devenir- qu'aujourd'hui, je prends plus de plaisir Arrête. à épargner et à investir mon argent qu'à dépenser dans un resto, tu vois. Oh Bon, non, ça, après, c'est trop dur. C'est madame trop dur. c'est madame qui est pas contente, mais C'est trop dur. parce que les femmes coûtent cher. Femme coach. Les femmes coûtent cher. Mais bref, ça, Ouais, ça j'espère qu'il y a sera pas de peut-être un femmes qui vont sujet là. de podcast. Mais donc, si on récapitule, revenu, épargne, mais cette épargne, encore une fois, si vous n'en faites rien, elle fera rien. Donc le troisième pilier, c'est l'investissement. Et l'investissement, donc ça intervient une fois que vous avez votre épargne de précaution complétée. Et l'investissement, ensuite, vous pouvez maximiser le rendement, mais vous pouvez maximiser le rendement qu'à un certain stade. Vous pouvez faire du 8-10% par an sur des ETF, c'est très bien. Vous pouvez peut-être aller chercher du 12, allez, peut-être 14, vraiment, vraiment, si vous êtes très bon, sur du stock picking quality, idéalement. Mais vous pouvez jamais, enfin, vous pourrez pas aller chercher plus, ce n'est pas possible, il y a que Warren Buffett qui arrive à faire du 20% par an. Donc, gardez en tête que l'investissement, vous serez toujours autour des 10% par an, et il faut pas passer beaucoup de temps à maximiser son rendement sur l'investissement. C'est pas, en termes de 80-20, c'est pas là où vous allez être le plus efficace. C'est sur maximiser ses revenus et son épargne. Une fois que vous avez mis en place des systèmes, un process qui vous permet d'épargner beaucoup d'argent, d'avoir un taux d'épargne avec lequel vous êtes confortable et qui, si possible, est croissant, vous pouvez vous concentrer sur maximiser vos revenus, mettre le plus d'argent possible dans la chaudière, épargner le plus possible, puis ensuite investir cet argent avec le meilleur rendement possible, et ça va faire un cercle vertueux, puisque cet argent de l'investissement va finir par dégager des revenus que vous allez pouvoir épargner, réinvestir, etc. Et c'est un cercle vertueux de la richesse qui se renforce lui-même, et c'est un jeu presque, parce qu'une fois qu'on a mis le pied dedans, bah, Ouais. on a envie C'est vraiment une de passion gagner après. plus d'argent pour pouvoir épargner plus, pour pouvoir investir plus. Donc ça nous pousse à être meilleur, à monter un side business, à créer une entreprise, à développer ses compétences. C'est vraiment un cercle vertueux. Donnez-vous vraiment en recommandation numéro 1, donnez-vous des objectifs. Donnez-vous des objectifs parce que ça va être le fil conducteur de tout ce que vous voulez, tout ce que vous allez vouloir faire. Mais attendez, l'objectif, ça peut être partir aux Seychelles avant 30 ans, ça peut être avoir une Rolex avant ses 50 ans, pour prendre l'exemple de Jacques Ségala. Ça peut être... C'était pas Sarkozy, ça? Non, Jacques Ségala. Ah bon? Ouais, Je croyais que c'était Sarkozy. Et fixez-vous un objectif quantifiable avec une date précise, c'est le plus important, parce que vous allez voir, et forcément après donnez-vous les moyens, ça va de soi, d'aller jusqu'à cet objectif, qu'il soit matériel ou immatériel, peu importe. Moi, mon objectif, je sais pas, mais ça va être... j'aime bien la Porsche Targa. Moi, c'est matériel. On est du sud ici. Porsche Targa décapotable années 80, la 4S. Vous voyez laquelle de rouge ou jaune? J'aime beaucoup. Rouge. Mais rouge, ça fait trop Ferrari. Ah, Ouais. je sais pas, une petite Ouais. Porsche Targa rouge, c'est vrai que c'est sympa. Bref. Et donc, fixez-vous des objectifs. C'est vraiment très important. Et vous allez voir que votre épargne,
et ben forcément, vous allez vouloir épargner, vous allez avoir plus, comme tu as dit, vous allez avoir vraiment maximiser ses revenus parce que l'investissement sans revenu, c'est impossible. Le revenu, vous allez avoir votre salaire. Si vous êtes salarié, il n'y a aucun mal à ça. Je le suis et je suis pas en pleine dépression. Non, ça va. Non, mais c'est vrai, c'est très bien d'être salarié. Salarié, c'est une situation extrêmement confortable et c'est même une des plus confortables parce que vous pouvez développer un side business à côté. on peut développer. Et tout l'argent de ce side business, oui, comme on a fait nous d'ailleurs, moi à la base avec Uninvest, c'était un side business que j'ai développé justement pour augmenter mes revenus. C'était l'objectif premier d'IQ Invest, c'était d'augmenter mes revenus et en plus, si je pouvais vivre de ma passion, c'était encore mieux. Et le salariat, vous êtes vraiment dans une situation parfaite. Tu peux avoir des crédits, tu peux tout avoir. Tu peux tout faire et tout ton side business, tu peux l'investir. Et ça, c'est beau. Ça. Et le revenu, le salaire, etc., tout va partir, comme tu as dit, Hugo, de ce point-là. Donc, vous allez pouvoir, pour l'augmenter, acquérir des compétences. Je sais pas, par exemple, ceux qui sont dans l'agroalimentaire, vous pouvez passer des cassettes, c'est des petits permis pour conduire les Fenwick, etc. Tout ça, c'est 50 € en plus par mois, facile. Hein. Demander des heures sup. Parce qu'il y a rien sans rien. Si vous voulez gagner plus d'argent, faut travailler plus. Ça, c'est Sarkozy, par contre. Ouais, ça, c'est Sarkozy, par contre. Ça, c'est obligé. Donc, pourquoi pas faire des heures sup? Pourquoi pas proposer à votre patron une augmentation de salaire si vous faites ça en contrepartie, etc., etc. J'ai donné l'exemple du salariat, mais si vous êtes entrepreneur, ça va être de développer quelque chose d'à côté, etc. Là, je peux pas vous dire, je suis pas forcément encore, enfin, j'ai pas d'entreprise avec des salariés, etc. Mais tout va partir du point numéro 1, le revenu. Ou même tout bêtement, ça peut être, si vraiment vous êtes salarié, par exemple, je sais que j'ai l'exemple d'un ami à moi qui est fonctionnaire. Et en étant fonctionnaire, il ne peut pas créer de side business. Il n'a pas le droit de créer une société. Du coup, votre side business, ça peut être tout simplement l'immobilier. Vous pouvez tout simplement vous former sur l'immobilier, acheter un bien locatif, avec un cash flow positif si possible, le mettre en location, et ça peut comme ça vous dégager des revenus complémentaires, vous achetez 1, 2, 3, autant de biens que vous voulez, et vous avez votre side business à côté. Parce que, ça, ça fera le sujet d'une vidéo aussi, mais l'immobilier n'est pas un investissement. L'immobilier, c'est un business avant tout. Enfin, c'est un investissement. Ça va être un sujet d'une autre vidéo. Attends, non, je me suis mal exprimé. L'immobilier est un investissement, mais ce ne sont pas des revenus passifs. Voilà, c'est plutôt ça que je voulais dire. C'est pas un revenu passif. L'immobilier, c'est un business. Ouais. Si vous vous lancez dans l'immobilier locatif, c'est un business. Ça prend du temps, ça prend de l'énergie, et si vous voulez faire ça bien, d'ailleurs, ça prend beaucoup de temps, parce que souvent, il faut faire les travaux soi-même, il faut passer beaucoup de temps à visiter, beaucoup d'efforts pour négocier. Voilà, l'immobilier, c'est un business. Mais c'est un exemple de business que n'importe qui peut lancer à partir du moment où vous avez une situation salariée, encore mieux de fonctionnaire, et si vous avez vraiment aucune idée, tu vois, parce que la bourse, c'est quand même... La bourse, c'est pas un side business. La bourse, pour le coup, c'est vraiment un investissement et c'est des revenus passifs. Vous allez jamais... L'immobilier, c'est pas un side business, en vrai. Ah si. Et l'immobilier locatif, pour moi, c'est clairement un side business. Ça prend, en fait, non, parce que justement, un side business, c'est quelque chose, justement, qui, t'as le business principal, donc ton salaire, et à côté, tu vas avoir un side business, donc un business un peu plus petit qui te demande pas beaucoup de temps. Mais l'immobilier, ça prend énormément de temps à gérer. Alors, moi, je suis pas d'accord sur le fait qu'un side business prenne pas beaucoup de temps, par contre. Je suis bien d'accord. Voilà. Non, ça, c'est des conneries. Si vous entendez des gens vous dire, vous pouvez monter un side business avec 2 heures par semaine, ça, c'est du bullshit. C'est des conneries. Si vous avez un side business, ça prend du temps. Et ça prend même beaucoup de temps. Surtout quand on le fait bien. Mais on n'a pas rien sans rien. Il faut faire des sacrifices. Il faut faire des sacrifices. Voilà, il faut faire des sacrifices. Donc, side business ne veut pas dire pas beaucoup de temps. Mais pour moi, du coup, l'immobilier, c'est un Sûrement, on m'avait vendu ça comme ça, à la base. Je te jure, on m'avait dit, YouTube, tu vas voir, c'est sympa. Parce que j'avais fait YouTube pour une autre raison, à la base. Mais, en fait, ça prend beaucoup de temps quand on fait des vidéos. En tout cas, je dis pas que c'est des vidéos de qualité, mais, en tout cas, c'est ce que je veux faire. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Mais de toute façon, on en reparle dans une autre vidéo. Bon, en tout cas, le mot de la fin. Revenu, épargne, investissement, cercle vertueux, vous renforcez tout ça. Voilà. Et c'est le secret de la richesse. Apprenez. Investissez sur vous avant d'investir en bourse. C'est le plus important. L'épargne de précaution avant d'investir en bourse aussi. Tout va partir de l'épargne de précaution. Très important. Voilà. Et je pense que, je pense qu'on est bon. Ouais. Vous allez tout avoir en description de toute façon. Voilà. Et puis... nos principales chaînes,
nos Instagram, etc. Tout à fait. On vous dit à lundi prochain pour À un nouveau lundi prochain, podcast. pour un nouveau Donc, podcast. Vous connaissez Et, le... ah oui, et peut-être d'ailleurs, n'oubliez pas, si vous en avez, de nous donner des idées de podcast, hein. Des idées de... On en a quelques-unes là quand même. On en a quelques-unes, mais mais c'est toujours n'hésitez ça pas, de prix. comme ça on voit un peu ce que vous aimez vous aussi. N'hésitez pas, les 5 étoiles, partagez le commentaire, pas les commentaires, mais partagez le podcast, YouTube, la chaîne, Abonnez-vous à la etc. chaîne, les Faites-vous 5 plaisir. étoiles, Apple Podcast, Spotify, tout ça, vous connaissez. Ouais. Et puis, à la prochaine. Ouais, à la prochaine. Ciao. Ciao.